Nous allons commencer ce webinaire. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce webinaire donc intitulé Ville moyenne, quels enjeux à l'heure des transitions. Je suis Constance Bourpard, directrice de projet à la Fabrique de la Cité, et je suis très heureuse de pouvoir animer ce webinaire pendant 45 minutes, pendant lesquelles nous serons ensemble avec Achille Varnan, que nous sommes ravis d'accueillir, géographe spécialiste des villes moyennes, qui donc va pouvoir vous présenter plus en détail sa note, sa toute récente note publiée et éditée par la Fabrique de la Cité, qui revient donc sur l'analyse des villes moyennes avec une perspective de la mise en débat de ces villes moyennes dans la sphère publique, puis l'analyse aussi de leurs caractéristiques propres entre vulnérabilité et réelle dynamique d'innovation expérimentée dans les territoires. Et enfin, il interrogera aussi la possibilité d'une action publique renouvelée dans ces territoires qualifiés et dites villes moyennes. Vous savez qu'à la Fabrique de la Cité, on est très sensible et notre ADN est d'alimenter la réflexion autour de ces villes moyennes dans les territoires à travers de nombreuses publications, de notes, mais aussi d'événements dans les territoires, à travers ce qu'on appelle les ateliers territoriaux, les rencontres territoriales. Pour les plus récentes, elles ont été menées à Saint-Brieuc et à Mulhouse, dont vous pouvez d'ailleurs retrouver les portraits de territoire qui sont en libre accès sur notre site internet, La Fabrique de la Cité. Je vais laisser la parole tout de suite à Achille pour à peu près 20-25 minutes d'analyse et de partage de sa note. Et puis après, nous passerons aux questions-réponses avec vous pendant à peu près 10 à 15 minutes. N'hésitez pas à les écrire dans le chat de la conversation et on y reviendra du coup dans la dernière partie du webinaire. Merci beaucoup, bon webinaire à tous. Bien, bonjour à toutes et tous. Merci Constance. Je vais essayer de reprendre le partage d'écran. Alors c'est toujours très impressionnant puisque voilà, j'ai essayé de faire de pas dire de bêtises. Je vois qu'on est que vous êtes 80, 80 plus de 80, plus que dans un amphi, un gros amphi. Donc évidemment, ça met un petit peu la pression. Alors, je vais partager mon écran. Juste, je veux bien Constance que tu me confirmes que l'écran est bien Oui, visible de tout le monde. Voilà, bon, ok. D'abord, c'est bon. merci Merci. beaucoup pour merci Constance, merci beaucoup pour cette invitation, effectivement, à venir présenter cette note. Merci aussi à la Fabrique de m'avoir donné l'opportunité de l'écrire, hein, ce qui est en fait une synthèse d'un certain nombre de travaux que je porte depuis maintenant un certain nombre d'années. Je suis pas tout seul d'ailleurs, hein, c'est important peut-être de le souligner, avec l'idée d'aller peut-être un cran plus loin et peut-être de franchir, alors de ne pas tirer complètement sur des propositions parfaitement opérationnelles, je pense que ce n'est pas tout à fait mon rôle, mais en tout cas de préciser un certain nombre d'orientations que j'avais pu esquisser auparavant. Peut-être le premier élément pour vous dire aussi d'où je parle, je pense que c'est aussi un point important. Donc moi, je suis originaire de Nevers, d'une de ces villes moyennes préfectures qui a pu connaître aussi par le passé un certain nombre de difficultés, en tout cas sur le plan démographique, ce qui ne veut pas dire qu'il ne s'y passe rien, et j'insiste bien là-dessus. Mais en tout cas, on ne travaille jamais tout à fait sur un sujet par hasard. Et c'est vrai que moi, j'avais l'envie de travailler sur l'histoire de ce territoire, sur ses élus, sur ceux qui font un peu ces territoires au quotidien, qui ne sont d'ailleurs pas évidemment que les élus. J'avais commencé un travail il y a une dizaine d'années en master, en mémoire de master de recherche, et puis travail que j'ai eu l'opportunité ensuite de continuer dans le cadre, pour le coup, d'une thèse à l'EHESS, où j'ai travaillé non seulement sur Nevers, mais aussi sur Montluçon et Vierzon, pour différentes raisons, mais c'était des villes qui étaient relativement proches, avec des histoires, sur le plan démographique, une trajectoire assez similaire, mais des histoires politiques, institutionnelles, fonctionnelles, finalement assez différentes. Et donc, c'est ça que je voulais regarder un peu en détail et sur le temps long. Évidemment, ça m'a donné aussi l'opportunité de m'intéresser à tout un tas d'autres villes moyennes, sans en être spécialiste, mais en regardant aussi ce que d'autres chercheurs avaient pu produire ailleurs. Je dis d'autres chercheurs, mais d'autres institutions comme la Fabrique, par exemple. Le troisième élément de présentation, c'est que j'ai eu cette opportunité de prolonger en fait ce travail-là il y a maintenant un peu plus d'un an. Hein. C'est une note que j'ai mis un peu de temps à écrire. Et voilà, j'ai réfléchi assez longuement à comment l'apprendre, comment l'orienter, etc. Donc voilà, c'est quelque part issu d'un travail assez long. Euh,
cet intérêt, il n'est pas que personnel, évidemment, pour les villes moyennes. Et je pense que si vous êtes aussi nombreuses et nombreux aujourd'hui, ça montre bien que l'intérêt pour les villes moyennes, il dépasse simplement mon simple travail. C'est un intérêt qui est quand même est général avec, depuis 2013, un sujet, on va le voir, qui est revenu à l'agenda médiatique avec un intérêt très fort, notamment au milieu des années 2010, sous l'effet en particulier de la crise du petit commerce. Depuis 2013, on le verra, c'est pour des raisons essentiellement politiques, puis ensuite, à partir du milieu des années 2010, lié à la hausse de la vacance commerciale et résidentielle, un peu également. Le troisième élément, c'est que cet intérêt, donc évidemment, il est partagé dans le champ médiatique. Et d'ailleurs, on peut supposer que je me suis intéressé au sujet aussi parce que je suis moi-même influencé par l'agenda médiatique. Ce qui est un point peut-être important à souligner, c'est qu'il y a eu aussi un retour dans les politiques publiques. Là aussi, on va y revenir tout à l'heure plus en détail, mais un retour notamment à travers un plan qui s'appelle Action Cœur de Ville, un plan destiné aux villes moyennes, en place à partir de fin 2018. Il y a eu un premier acte de ce plan. On est dans le deuxième acte du plan Action Cœur de Ville et maintenant se pose la question du troisième acte. Et ce n'est pas une petite question au moment, dans le contexte politique que nous connaissons, de savoir si cette politique va effectivement être poursuivie et si elle l'est, sous quelle forme. Et donc, je tâcherai de faire un certain nombre peut-être de propositions pour plaider en faveur d'un acte 3 de cette politique des villes moyennes. Quatrième et dernier élément de présentation ou d'introduction, c'est qu'on est sur des politiques publiques qui, de manière générale, malheureusement, tiennent peu compte de la diversité de la catégorie. Alors, on va voir qu'elles ont plein de mérites, hein, ces politiques comme le plan Action Cœur de Ville, notamment, en particulier ce plan-là, mais elles tiennent peu compte de la diversité de la catégorie. Et qu'il me semble important dans ce contexte de trouver peut-être des façons de mieux cibler les dispositifs d'accompagnement public destinés aux villes moyennes pour essayer de les aider au mieux à opérer les grandes transitions. Les grandes transitions, je ne vais pas revenir dans les détails, vous les connaissez. Il y a évidemment la transition écologique. On peut même se demander si le terme de transition est encore adapté compte tenu des changements auxquels on va devoir faire face et dans des temps extrêmement courts. On pourrait évidemment aussi parler de la transition démographique qui concerne en premier lieu ces villes moyennes, qui sont des villes, en raison de leur charge de centralité, leur fonction de centralité, sont plus vieillissantes que le reste du territoire national. On pourrait aussi évoquer la transition économique qui semble aussi indispensable en raison des deux transitions évoquées précédemment. Le premier élément, donc je suis un petit peu finalement le cours de cette note, je vous la présente, mais ça ne vous empêchera pas d'aller la lire. Le premier élément, c'est qu'on a quelque part des villes moyennes qui sont de retour. De retour de deux manières, de retour à l'agenda médiatique d'abord, à l'agenda des politiques publiques ensuite. À l'agenda médiatique, ces villes moyennes, elles l'ont été dès 2013. En fait, je me suis amusé dans le cadre, là, pour le coup, de ma thèse, à regarder le nombre d'occurrences des termes ville moyenne, ville médiane, ville intermédiaire, au pluriel, au singulier, pour voir comment, dans les principaux quotidiens nationaux, on parle de ces villes moyennes et à quelle fréquence. Et en fait, il y a un truc qui est très frappant, c'est qu'on a, en 2013, à partir de 2013, une augmentation significative du nombre d'articles qui traitent des villes moyennes, d'abord pour parler historiquement de la montée attendue du Front National. On est en 2013-2014, donc ça interroge tout le monde. On est à la veille de la prise de Béziers, notamment par Robert Ménard, etc. Donc il y a vraiment ce contexte-là qui interroge la presse nationale. On va avoir un moment en ville moyenne, au moment de ces élections municipales, alors qu'en général, elles sont vraiment reléguées derrière les grandes villes. Bon, elles sont quand même reléguées derrière les grandes villes, mais on s'y intéresse un peu, peut-être un peu plus que d'habitude, sous cet angle-là. On va avoir ensuite un petit essoufflement, et puis rapidement, ça va revenir à l'agenda médiatique à travers un sujet qui est la question de la vacance commerciale. Il y a un travail en particulier, il y a un journaliste qui va jouer un rôle important, qui est un journaliste indépendant, qui travaille régulièrement pour Le Monde, qui s'appelle Olivier Razemont, qui est plutôt spécialiste des mobilités et du vélo, et qui va écrire un article dans le journal Le Monde sur centre-ville à vendre, je crois, je ne me souviens plus très bien du titre, qui va être suivi d'un essai, Comment la France a tué ses villes, qui va connaître un succès assez intéressant, parce que ce ne sera pas un succès immédiat, mais un succès progressif, parce que ça va faire écho, effectivement, à une problématique que rencontrent un certain nombre de ces villes moyennes, en l'occurrence, effectivement, une hausse importante de la vacance commerciale
dans les centres-villes, avec une crise du petit commerce liée à la fois à la concurrence des zones périphériques, liée évidemment à la concurrence du numérique. Et donc, on va voir que ça intéresse des médias de droite comme de gauche. Donc là, vous avez vraiment un panel très différent. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va se prolonger avec le mouvement des Gilets jaunes, où il va y avoir encore des articles sur les villes moyennes, même si on va s'intéresser d'abord aux espaces périurbains et aux espaces ruraux. Le point commun de ces articles, l'intérêt, c'est que ça met le doigt quelque part sur un problème qui est un vrai problème pour ces villes-là, en tout cas pour une partie d'entre elles. Peut-être la limite, c'est qu'on a quand même une couverture médiatique qui est très homogène et qui est très concentrée sur les difficultés de ces territoires-là, et on ne montre pas vraiment ce qui s'y passe de positif, alors qu'il se passe aussi des choses positives. Bon. Point intéressant, on a eu le moment Covid aussi, alors je passe rapidement dessus, mais comme quoi parfois on a des effets de mode qui viennent, avec là pour le coup tout le mythe autour de l'exode urbain. Alors, il y a bien comment eu des dynamiques démographiques, mais on voit bien aujourd'hui, on le sait, qu'elles étaient moins importantes qu'attendues pour tout un tas de raisons. Hein. Ce n'est pas toujours l'envie qui manque, mais après, il faut trouver un emploi, etc. quand on déménage. Et ce n'est pas si simple. Mais en tout cas, vous voyez là, ici, la presse qui a insisté ensuite sur la revanche, etc. avec un intérêt de montrer effectivement qu'il se passe, pour le coup, des choses intéressantes dans ces villes moyennes, mais un inconvénient, le même que précédemment, c'est que du coup, on a complètement oublié que ces villes-là pouvaient aussi avoir des difficultés. En fait, le point commun, on le voit bien, c'est qu'on a des mises à l'agenda par effet de mode, d'abord. Et le deuxième élément, c'est qu'on est quand même sur des cadrages monolithiques, monoblocs, monocolores, avec d'un côté une conception relativement négative et puis d'un seul coup, conception presque romantique en fait, de ces territoires-là. Voilà. Bon, pour tout un tas de raisons sur lesquelles je reviens, ce n'est pas une critique de la presse de ma part, c'est comme ça. En tout cas, ce qui est intéressant, et c'est ce que je creuse aussi dans le papier, c'est que cette mise à l'agenda, médiatique, elle a eu aussi un effet sur la mise à l'agenda des villes moyennes dans les politiques publiques. Alors, l'État, il n'a pas tout à fait attendu le retour des villes moyennes à l'agenda médiatique pour réinvestir le chantier les concernant, c'est ce que je mets dans cette slide. Il l'avait d'abord fait silencieusement. Il y avait eu dans 2007-2009 une politique expérimentale menée par la DATAR sur 20 villes moyennes. La Caisse des dépôts a fait des choses aussi à partir de 2015-2016, notamment parce qu'il y avait déjà des alertes des bailleurs qui s'inquiétaient un petit peu de l'état de la vacance, là, pour le coup, résidentielle. Donc, il y avait déjà des choses de fait. Mais on voit bien que cette mise à l'agenda médiatique a permis, d'une certaine manière, d'aller beaucoup plus loin dans la politique des villes moyennes, avec une politique qui a vraiment pris de l'ampleur, et finalement cette politique Action Cœur de Ville qui est mise en place en 2018. C'est intéressant parce que c'était aussi une façon, à l'époque, pour le gouvernement qui était qui avait fait une promesse autour de la réforme du Grand Paris, c'était ça, la politique territoriale au départ d'Emmanuel Macron quand il est élu en 2017, et finalement, le premier acte un peu important, ça va être cette politique des villes moyennes lancée en 2018 par Jacques Mézard, etc., avec l'idée d'aider 200 et quelques villes moyennes avec 5 milliards d'euros sur 5 ans autour de différents axes, et notamment autour du développement économique, de l'accessibilité, du commerce, etc. Donc, vous avez ici la carte de toutes les villes concernées, avec une politique intéressante sur bien des points, mais qui a plusieurs limites. D'abord, une grande partie de ces crédits sont des crédits recyclés, pas forcément des crédits nouveaux. Le deuxième élément, c'est que c'est une politique qui est peu attentive à la diversité de ces territoires, même si elle a essayé de le faire un peu, qui ne traite pas non plus le problème dans sa globalité, puisque même si vous avez 5 axes, en réalité, le logement et le commerce restent les axes, et l'urbanisme restent les axes structurants, et les autres un peu les parents pauvres. Et puis, la décroissance démographique, dans ce contexte-là, reste tabou, alors qu'on sait bien qu'une grande partie de ces territoires-là risquent de continuer de perdre des habitants dans les années à venir. Et donc, ça vaudrait le coup, à minima, qu'on se pose la question. Ça ne veut pas dire que tous les territoires sont condamnés à perdre des habitants, y compris ceux qui en ont perdu, mais peut-être que ça va continuer. Et donc, ça vaut le coup qu'on se pose la question de comment mieux accompagner les territoires en décroissance démographique. Et peut-être que c'est là l'un des angles morts de ce plan. Deuxième partie de cet article, c'était l'idée de dire que ces villes, elles sont quelque part, et ça explique aussi la difficulté de la presse d'arriver à les saisir, elles sont,
elles peuvent à la fois avoir des vulnérabilités, mais en même temps, elles sont aussi des territoires propices à l'innovation, à l'expérimentation locale, j'allais dire quelque part, à condition qu'on leur en donne les moyens. Le premier élément, donc là, vous avez une carte de la démographie, l'évolution de la population entre 68 et 2018, et vous voyez bien, sur cette carte, c'est absolument frappant, qu'on a en réalité, derrière cette catégorie homogène, une grande diversité de situations. Vous avez, en fait, quelque part, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de clivage lié à la taille, hein, mais le premier clivage, il est régional. Donc, vous le voyez, hein, avec certaines régions plus à la peine que d'autres. On voit bien que des territoires qui attirent plus, le long des littoraux, du pourtour méditerranéen, de la vallée du Rhône, de la région Île-de-France, des espaces frontaliers, et puis des espaces qui attirent moins, en tout cas qui ont attiré moins entre 68 et 2018. Encore une fois, ça ne dit rien, ces cartes du futur. On est donc sur effectivement une grande diversité de situations, mais en même temps, donc avec voilà, des villes très, très, très différentes, mais en même temps, c'est vrai, un problème commun au niveau de la centralité, et c'est bien pour ça hein, que la question commerciale a émergé à ce point à travers ces articles de presse, parce que effectivement, la question du petit commerce est une question qui quelque part dépasse, la crise du petit commerce dépasse les seuls territoires en difficulté ou en décroissance démographique et concerne y compris des territoires qui, a priori, se portent plutôt bien. On voit d'ailleurs, parenthèse, que c'est une question qui aujourd'hui rattrape aussi à grande vitesse les métropoles. Donc, c'est une crise qui est sans doute plus large que ces seuls territoires. C'est des territoires qui donc ont en partie des difficultés. On sait bien que certains ont plus de difficultés que d'autres. C'est vrai dans le centre de la France et dans un large quart nord-est, parce que c'est des territoires qui peuvent être plus populaires, plus vieillissants, etc. Avec moins d'activité économique. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ça ne peut pas être des territoires d'expérimentation et d'innovation, à condition, encore une fois, qu'on s'en donne les moyens. Alors, il y a deux façons de faire hein, pour développer un territoire. Soit on copie les logiques de développement métropolitaine avec cette logique de compétitivité, d'attractivité, etc. Soit on décide de miser davantage sur le déjà là, sur les ressources, qu'elles soient naturelles ou humaines, et qu'on décide d'arrêter de chercher absolument à attirer, je vais grossir le trait, le cadre parisien avec sa famille capable de venir sur votre territoire pour investir et s'investir, parce que c'est quand même largement une chimère. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en attirer quelques-uns, mais ça ne changera pas forcément la donne. C'est des espaces, je le disais, qui peuvent être propices malgré tout à l'innovation, à l'expérimentation, donc sous certaines conditions, évidemment à condition qu'on leur en donne les moyens. Alors les moyens, elles peuvent les avoir si c'est des villes moyennes qui ont déjà des marges de manœuvre et qui globalement se portent plutôt bien, et on sait qu'il y a des villes moyennes qui se portent beaucoup moins bien, et peut-être que celles-ci méritent d'être davantage aidées pour qu'on les aide justement à porter des expérimentations, des innovations originales qui puissent répondre à leurs problématiques spécifiques. Dans la note, j'en détaille tout un tas. Je vais pas les détailler ici, mais on peut penser au cas de Vierzon, par exemple, où, avec, je crois que c'est la Banque des Territoires qui a mis en place une foncière pour essayer de requalifier les commerces, faire un travail sur le commerce vacant. On pourrait parler de Laval, qui a mis en place le projet Territoire zéro chômeur de longue durée, qui est un projet à la fois d'insertion et de développement économique sur un modèle très original et qui vraiment, là, pour le coup, fait du déjà là vraiment la matière première. Ce n'est pas la seule ville en France à avoir mis en place ces dispositifs. Je pense à tout le travail qui est fait aujourd'hui, je ne suis pas sûr d'en parler dans la note, à Bourges sur la question de la culture, Bourges, capitale européenne de la culture en 2028. On peut penser à Épinal avec le budget participatif, etc. On peut penser aussi à des activités ou des innovations privées. Ici, vous avez une image sur la slide d'une entreprise qui s'appelle Losange, qui fait de l'upcycling, donc du recyclage de tissus pour en refaire des vêtements. Donc ça se passe à Nevers. C'est une entreprise privée aidée par l'ADEME et tout un tas de financeurs publics. Mais on voit bien que l'innovation, à condition qu'on la considère au sens large, innovation économique, sociale, etc., peut se faire aussi dans ce type de territoire qui ont des atouts, des atouts importants. Là aussi, je reviens rapidement dans la note, mais on sait qu'on a, des réseaux d'acteurs plus restreints et que ça peut avoir un avantage, c'est que les acteurs privés, publics peuvent
être davantage en dialogue, les acteurs publics entre eux, parfois aussi. Et donc, ça peut être aussi facilitant, à condition, encore une fois, mais j'insiste bien là-dessus, qu'on en ait les moyens financiers derrière de porter ces différentes innovations. Peut-être pour terminer, c'est finalement le point d'atterrissage de la note, c'est un appel à aller un peu plus loin pour justement en se disant, voilà, c'est des territoires qui en partie ont des difficultés, ils n'ont pas tous des difficultés, pas tous les mêmes difficultés. En tout cas, c'est tous des territoires susceptibles d'innover et d'expérimenter et d'apporter des choses finalement sur les différentes transitions que j'ai évoquées en introduction. Et tout ça nécessite peut-être un nouvel, en tout cas c'est ma conviction, on pourra en discuter tous ensemble, un nouvel acte de la politique des villes moyennes. Je dis nouvel acte parce que, je le disais en introduction, on sait que le contexte politique est très instable, on ne sait pas, notamment le contexte budgétaire n'est pas facile non plus, hein, mais on ne sait pas ce que va devenir cette politique des villes moyennes, et j'en ai esquissé tout à l'heure un certain nombre de limites à cette politique d'action cœur de ville. D'autres disent à peu près la même chose, il y a un rapport de la Cour des comptes, il y a un rapport parlementaire récemment paru sur le sujet. Bon, très bien. Maintenant, la question, c'est, je pense malgré tout que cette politique était nécessaire à un moment donné et qu'elle est toujours nécessaire à condition peut-être qu'on la reconfigure. D'où l'idée d'un nouvel acte de cette politique, qui pourrait s'organiser autour de 3 axes. Le premier axe, c'est l'idée de réaffirmer une action sur mesure, à la fois dans les discours et dans les actes. Dans les discours et dans les actes, parce que l'idée du sur-mesure, elle était déjà présente dès le premier volet d'action cœur de ville. Et de fait, c'est sûr que par rapport à d'autres politiques contractuelles ou d'autres politiques publiques d'ailleurs d'aménagement du territoire, action cœur de ville fait peut-être un peu plus de sur-mesure que les autres politiques. Pour autant, on reste quand même sur une politique qui, dans les faits, est trop souvent basée sur des logiques standardisées, d'appel à projet tout à fait, mais enfin, on voit bien quand même ce qu'il y a derrière. Et on a du mal encore à proposer des réponses adaptées vraiment finement aux enjeux des différents territoires. On le voit bien sur la question de la décroissance démographique, encore une fois, puisque quand dans les territoires en décroissance structurelle depuis 20, 30, 40 ans, on reste sur un plan qui leur propose une logique de retour à la croissance. Alors pour des raisons qu'on comprend, puisqu'on a un système aujourd'hui de fiscalité locale et de dotation aux collectivités locales qui est basé sur cette logique démographique. Donc je veux dire, c'est pas complètement lunaire. On en comprend les raisons, mais là il y a certainement une évolution à proposer. Ce qui veut dire, à mon sens, qu'on ne pourra pas faire ou réaffirmer cette action sur mesure dans les discours et dans les actes sans se poser la question aussi de la manière dont sont organisées les dotations, la dotation globale de fonctionnement. Et de mon point de vue, elle devrait mieux tenir compte de ces logiques démographiques en se disant que ce n'est pas parce qu'un territoire perd des habitants qu'il a moins de besoins sociaux et donc qu'il mérite d'être moins aidé. Et voilà, donc là, il y a sans doute quelque chose à causer. Le deuxième élément dans cette premier axe, c'est de proposer la création d'un fonds national d'expérimentation territoriale. Ça, c'est une vieille proposition qu'on fait depuis maintenant quelques années à la Fondation Jean Jaurès, où je copilote par ailleurs un observatoire innovation et expérimentation locale, d'où aussi l'intérêt pour ces sujets. Mais nous, on plaide vraiment pour la création d'un fonds national d'expérimentation qui pourrait être, avec un collège à la fois d'élus, pourquoi pas de représentants de l'État, de chercheurs, d'acteurs de la société civile, je ne sais pas, on peut tout imaginer, mais qui permettrait de donner comme ça un véritable coup de pouce à des territoires qui ont peut-être moins de moyens pour essayer des choses et qui n'ont pas moins besoin d'essayer et qui n'ont pas moins besoin d'innover. Donc ça, c'est vraiment une proposition qu'on fait, mais bon, qui est là aussi à faire largement atterrir. Deuxième élément ou deuxième orientation, partir du chacun pour soi territorial et de l'attractivité à tout prix. On le voit bien aujourd'hui encore, on a des logiques de concurrence territoriale qui restent très fortes, qui alors parfois peuvent être très locales et qui nuisent d'ailleurs au développement local. L'intercommunalité corrige un peu ça, mais bon, voilà quand même. Et on voit bien que on reste quand même sur une logique d'aller chercher de la croissance à tout prix
croissance démographique, hein, j'entends, là où dans un pays qui est vieillissant, qui sans doute, bon, on verra ce que donne le réarmement démographique, mais pourrait perdre des habitants à moyen ou long terme, la question de comment on prépare autrement cette décroissance démographique, que ce soit sur l'offre de services, sa recomposition ou l'évolution des aménagements urbains, pour moi, c'est quand même une question importante et ça nécessite là aussi que l'État puisse aider davantage les collectivités qui, de ce point de vue-là, en ont le plus besoin. Vous le voyez, hein, c'est pas forcément une question d'ailleurs de moyens budgétaires, c'est aussi une question de en fait, peut-être l'un des points, et j'aurais dû assister là-dessus même juste avant, c'est que c'est pas qu'une question de moyens budgétaires, c'est aussi une question de pouvoir se projeter. Et en fait, peut-être que si on refait des contrats, 5 ans, pour moi, c'est vraiment un minimum, mais on pourrait imaginer des contrats, pour le coup, financiers, plus longs. Parce qu'en fait, l'un des problèmes, c'est qu'on a du mal d'abord à lancer des projets quand on ne sait pas ce qu'on aura demain. On a des mouvements d'aller-retour qui finalement coûtent cher, font perdre en efficacité. Et donc, au moment où on cherche à faire des économies, peut-être que là, il y a en donnant aux collectivités les moyens de se projeter davantage, il y aurait sans doute, paradoxalement, moyen de faire des économies budgétaires. Dernière orientation, et pour ne pas dépasser le temps, je vais essayer d'aller, c'est de cibler prioritairement et il manque un mot, pardon, sur la slide, les villes moyennes les plus vulnérables. À force de vouloir accompagner toutes les villes moyennes, on voit bien qu'on passe un petit peu à côté, on peine à résoudre les difficultés des villes moyennes les plus en difficulté, qui sont dans les situations les plus critiques. Et donc, moi, si j'ai un plaidoyer à faire, là aussi, je pense que je ne suis pas tout seul à le faire, hein, par ailleurs, mais c'est de dire que, voilà, peut-être qu'on a eu un premier temps où il fallait traiter toutes les villes moyennes, peut-être que demain, ça va de cibler davantage sur les villes moyennes les plus en difficulté pour pouvoir porter des projets plus structurants à leur échelle et les aider davantage. Je ne sais pas combien il faut de villes, je ne sais pas quel est le bon critère ou quels seraient les bons critères, mais je pense qu'il y a vraiment un travail à faire là-dessus, vraiment comme le proposait il y a quelques années la Caisse des dépôts. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit abandonner les autres villes moyennes. Je pense qu'on pourrait imaginer un plan un peu en 2 niveaux, avec une espèce d'action cœur de ville light pour les villes moyennes qui ont le moins de difficultés, et un action cœur de ville renforcée pour les plus, celles qui ont par définition plus de difficultés, avec l'idée finalement de conserver cette idée de réseau d'acteurs qui me semble intéressante à l'échelle nationale, et en même temps, d'avoir des moyens concentrés sur les villes qui ont le plus de difficultés. Pardon, je me répète et je vois que je dépasse le temps, donc je vais m'arrêter là et évidemment, preneur de tout échange. Merci beaucoup, Achille, pour ces propos éclairants. On va commencer à prendre les questions. Alors, certaines ont été écrites sur le chat de la conversation. Il y avait une première question sur ta carte de l'évolution démographique de la population dans les villes moyennes. Une question sur l'unité qui a été choisie. Ce sont les villes ou les agglo-unités urbaines qui sont représentées sur la carte. Ouais. Alors, je vais reprendre la carte, comme ça vous l'aurez. Hop, pardon pour ce petit mouvement de... C'est une très bonne question. Alors, en l'occurrence, là, ce que j'ai pris, c'est la ville centre et pas les unités urbaines. C'est effectivement une bonne question parce qu'en fait, on sait bien que si j'avais pris l'unité urbaine, probablement, la décroissance aurait été moins marquée dans un certain nombre de ces territoires. Si vous prenez le cas de Nevers, par exemple, qui est sur la carte juste ici, je pense que vous voyez ma souris, c'est une ville qui a perdu beaucoup d'habitants à l'échelle de la ville-centre, mais qui en réalité, si vous regardez à l'échelle de l'unité urbaine ou à l'échelle de l'agglomération, en a finalement assez peu perdu, en tout cas pendant un temps. Voilà, donc c'est bien de le préciser. Effectivement, c'est la ville-centre ici. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui concentre en général les difficultés, et en même temps, c'est important, puisqu'on sait que c'est la ville-centre qui, dans la plupart des cas, continue d'assurer l'essentiel des services, qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs, et que de ce point de vue-là, quand on a des difficultés dans la ville-centre, forcément, à un moment donné, elles rejaillissent aussi sur l'extérieur. Et de fait, on le voit maintenant, hein, dans un certain nombre de ces villes
qui ont perdu des habitants pendant longtemps, là où pendant des décennies, les périphéries périurbaines ont compensé la perte, notamment par aussi un phénomène de périurbanisation. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, voire c'est plus le cas du tout. Et on observe d'ailleurs, et c'est intéressant, bon là c'est juste une parenthèse, parfois les villes-centres qui commencent à regagner des habitants alors que les périphéries périurbaines commencent à en perdre. Pourquoi? Parce que vous avez, et ça c'est une hypothèse, probablement lié au phénomène de vieillissement, un rapprochement aussi des services avec des personnes qui vont emménager dans le centre-ville pour se rapprocher des différents services, des commerces, etc. Voilà. Merci. Alors, il y a une deuxième question sur laquelle je vais passer très vite parce que ce n'est pas forcément notre sujet aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est plutôt sympa de l'avoir parce que ça prouve que vous nous suivez à la Fabrique de la Cité. Publierez-vous la vidéo de la keynote d'Alfred Peter à Mulhouse prochainement? Donc là, ça fait référence à notre dernier atelier territorial à Mulhouse du 9 juillet. Et vous trouvez sur le site internet de la Fabrique, en libre accès, des comptes rendus de cet atelier territorial et sur notre chaîne YouTube, en podcast, toutes les tables rondes d'intervention ce jour-là. Donc l'ensemble des tables rondes et des conversations. Deuxième question, avez-vous abordé la question de la structure institutionnelle de la gouvernance des villes moyennes et de leurs agglomérations? Les villes-centres sont diluées dans des agglos avec de grosses difficultés politiques et d'articulation technique entre ces échelles de territoire, souvent au détriment d'une ville-centre faible dans son agglo. Étalement urbain, zone commerciale, lotissement. Je n'ai pas Avec entendu, un pardon, le exemple. début de la question. Alors, on te demande si tu as abordé la question de la structure institutionnelle, de la gouvernance des villes moyennes et de leurs agglos. Avec après, tu vois, un exemple étayé sur l'agglo de Saint. Ok. Alors, je ne connais pas bien, en tout cas, le cas de Saint-Brieuc. Non, j'ai travaillé effectivement à chaque fois à l'échelle de l'intercommunalité pour une raison. Alors, à l'échelle statistique de l'unité urbaine et de l'aire urbaine, à l'échelle de l'intercommunalité comment dire, en termes d'entretien et sur la partie plus qualitative. Pourquoi? Parce que effectivement, on ne comprend pas aujourd'hui, on ne peut pas comprendre, ou on ne peut pas éclairer la manière dont évoluent ces villes, les dynamiques à la fois politiques et institutionnelles, etc., sans s'intéresser à l'échelon intercommunal. Et de fait, c'est là aussi un des angles morts d'Action Cœur de Ville, parce qu'on voit bien qu'on a par endroit encore des concurrences locales assez fortes au sein de mêmes agglomérations ou au sein de mêmes communautés de communes, avec des communes qui ne sont pas alignées. Ce n'est pas forcément d'ailleurs des histoires d'alignement politique, ça peut, mais pas toujours, mais parce que vous avez la commune centre qui va essayer de porter ses projets. À côté, vous aurez la petite commune qui va se dire moi, en fait, la commune centre, ce n'est pas mon problème et j'arrive, et si je peux installer un carrefour supplémentaire, et tant mieux pour moi. Donc, on a encore ces logiques-là par endroit qui continuent très clairement d'être un frein au développement territorial de ces territoires-là. Et c'est ce que montre bien, je pense que là, pour le coup, le livre d'Olivier Razon, par exemple, mais aussi beaucoup de travaux académiques le montrent bien, on a eu une concurrence territoriale très forte entre à la fois les grandes surfaces centre-ville versus les commerces de périphérie, mais aussi des lotissements pavillonnaires versus une offre locative ou d'ailleurs à l'achat en centre-ville, qui n'était plus toujours d'ailleurs adaptée à la demande. Et donc évidemment, ça, c'est des sujets qui se traitent à l'échelle intercommunale. Et pour le coup, Action Cœur de Ville ne rentre pas du tout par ces logiques de gouvernance. On comprend bien pourquoi. C'est un chantier qui est énorme. En même temps, je vais quand même essayer de nuancer un petit peu ce que je suis en train de dire, parce que j'ai l'impression, peut-être que ça ne se voit pas partout, mais en tout cas sur les terrains sur lesquels j'ai moi travaillé, qu'on a quand même progressivement une culture intercommunale qui est en train de se forger et qu'on est quand même un peu moins qu'auparavant dans des logiques de troc. Vas-y, j'échange un arrêt de bus contre une piscine. C'est un peu moins vrai aujourd'hui et de ce point de vue-là, c'est plutôt positif pour la part du territoire. Merci. Une question sur l'articulation du programme Action Cœur de Ville avec les dispositifs nationaux et européens. Est-ce qu'il y a un risque de superposition? Est-ce qu'il y a une réelle complémentarité? Qu'est-ce que tu en penses? Je ne saurais pas, pour être honnête, je ne saurais pas répondre à cette question. Ce que je peux dire, parce que ça soulève une autre question, c'est la question des chevauchements de dispositifs et de politiques publiques à destination, bon, là en l'occurrence des villes moyennes, parce qu'on parle des villes moyennes, mais
des collectivités de manière générale. On voit quand même, là c'est plutôt le volet entretien des enquêtes qui le montrent, mais je pense que je vous apprends rien, et puis je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs ici de la fabrique des territoires au sens large, qu'on a quand même un empilement des dispositifs qui contribuent aussi non seulement à rendre ces dispositifs illisibles ou difficilement lisibles, je vais le dire plutôt comme ça. Donc ça, c'est quand même un problème. Premier élément, et qui dilue aussi leur efficacité, parce qu'on a on le voit bien avec Action Cœur de Ville, par exemple, on recycle des choses qui existaient déjà, mais on les met sous un autre label, etc. Et donc forcément, ça crée aussi des effets déceptifs à la fin, parce qu'on a l'impression d'avoir eu des crédits nouveaux, etc. Bon, il y en a eu un peu avec Action Cœur de Ville, mais pas autant que ce qui était affiché. Et à la fin, on sait, en fait, c'est beaucoup moins que prévu, et ça ressemble un peu à l'autre dispositif dont j'avais déjà connaissance, mais est-ce que c'est la même chose ou pas? Et on voit que cette lourdeur administrative, quand même, elle pèse sur les exécutifs locaux et sur leurs administrations de façon très forte. Et je dis sur les exécutifs locaux et leurs administrations, mais peut-être aussi sur les acteurs privés, là aussi au sens large. Alors, du coup, justement, une question un peu complémentaire. Si on passe à l'échelle, non pas de l'Europe, mais plutôt des régions ou de départements, est-ce que c'est quelque chose que tu as particulièrement étudié? Quel est le rôle en fait des régions et des départements dans les politiques dédiées aux villes moyennes? Et est-ce que tu as quelque chose à nous partager dessus? Est-ce qu'elle contribuerait aussi à accélérer la différenciation de ces villes, différenciation de traitement et puis d'aide à leur développement? Ouais. Bon, il y a effectivement deux échelles distinctes, donc je vais répondre en deux temps. On voit quand même que les départements sont, pour moi, c'est un échelon qui est quand même très important aujourd'hui, et notamment dans l'appui à l'ingénierie locale, mais plutôt vis-à-vis des petites villes et des territoires ruraux. La plupart du temps, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Après, il peut y avoir peut-être des différences, et je ne suis pas spécialiste des départements, donc je n'ai pas non plus une vision exhaustive sur l'action des départements de France, mais c'est plutôt comme ça, en tout cas, que moi je le perçois. Et finalement, un peu moins, les départements sont un peu moins en soutien des villes moyennes. Voilà, pour ces différentes raisons. La région, c'est un peu différent. Elle a évidemment d'abord des compétences de planification à travers le SRADET, etc. On voit bien aussi qu'elle joue un rôle de fait indirectement sur l'élaboration des squats, etc. Donc les régions, elles jouent un rôle, mais qui reste un rôle indirect en matière de planification. Là où elles jouent un rôle qui est beaucoup plus fort, c'est sur la logique de transport, puisqu'elles sont autorités organisatrices de transport avec l'offre de TER, etc. Bon, là, elles jouent un rôle, mais est-ce qu'elles ont les moyens de jouer ce rôle d'aménagement du territoire? Voilà, c'est ça la question derrière. Je ne sais pas, je pense que là aussi, ça dépend des régions, donc je serais assez mal à l'aise pour répondre de manière uniforme. Elles ont donc ce rôle à jouer. En tout cas, ce qui est important peut-être pour répondre à la question, sur cette question des transports, sur cette question de la planification, donc là plutôt orientée région, il y a sans doute une articulation peut-être plus forte à creuser avec Action Cœur de Ville. À ma connaissance, ce n'est pas un acteur particulièrement mis autour de la table dans le cadre du programme. Merci Achille. Une question remarque. Il y aurait des rapprochements intéressants à faire avec la manière dont fonctionne la politique de la ville sur les territoires des quartiers prioritaires, territoires ciblés. Alors, territoire ciblé et réflexion sur les critères, territoire de veille, territoire d'innovation, lumière médiatique polarisée. Une première réflexion dans ce sens autour des évolutions des commerces de proximité, rapprochant les réflexions dans les QPV et les territoires ACV a été lancée par la NCT. Étude en cours. Donc, du coup, une comparaison avec effectivement la mise en lumière et la méthodo des quartiers prioritaires de la ville. Hyper preneur par cette étude quand elle sortira. Non, effectivement, je pense qu'il y a plein de points communs sur la manière dont on parle de ces territoires et sur les politiques publiques qu'on y déploie. Après, effectivement, je pense qu'Action Cœur de Ville devrait beaucoup plus s'appuyer sur la logique de la politique de la ville et du ciblage. Enfin, là aussi, quand je parle de ciblage, j'invente rien. Je m'appuie aussi sur ce que fait justement la politique de la ville depuis un certain nombre d'années. Là où c'est délicat, et c'est pour ça que j'aime bien l'idée de garder une espèce l'idée d'un Action Cœur de Ville un peu à deux vitesses, parce que ça permet effectivement d'avoir plus de
plus de collectivité et peut-être d'estomper le côté. On voit bien parfois à quel point le fait d'être un QPV peut être mal vécu par les élus parce qu'on est content d'avoir des moyens supplémentaires, mais ça donne aussi un label qui n'est pas forcément hyper vendeur, notamment à l'extérieur. Donc on voit bien qu'il y a cette espèce d'ambivalence. Et peut-être que le fait d'avoir justement un Action Cœur de Ville un peu à deux vitesses avec un volet renforcé qui serait ciblé et un peu calqué sur la logique politique de la ville et un volet un peu plus large et qui concernerait les centres de manière générale, ce serait une façon de régler une partie du problème. Mais en tout cas, effectivement, il y a beaucoup de points communs, ouais. Ou de choses à s'inspirer. Enfin, ça va prendre dans les deux sens. Il y a une question sur la question des entrées de ville, le redéveloppement, la requalification des entrées de ville, qui fait partie du second volet d'Action Cœur de Ville. Est-ce que tu y vois un nouveau souffle, justement, dans la politique de développement des villes moyennes? Ouais, bah, il y a eu effectivement cette politique-là aussi. Un nouveau souffle, en fait, là aussi, je pense que on est toujours un petit peu sur le même genre de problème, c'est que c'est une politique qui est intéressante. Alors là, elle est beaucoup plus ciblée, hein, pour le coup, Mhm. à ma connaissance. Elle peut effectivement être utile là où elle est déployée. Maintenant, ça reste quand même des moyens modestes et ça reste un nombre de municipalités modestes, hein, de mémoire. Mais en tout cas, c'est intéressant. Enfin, je veux dire, le, comment dire, l'idée de se préoccuper pas seulement du centre-ville, mais aussi de ses entrées de ville, me semble quand même plutôt positif, hein, de ce point de vue-là. Bon, vous voyez, je suis vraiment. je me rends compte que je fais toujours des réponses en deux temps. Un moment pour faire une critique, un moment pour nuancer. Mais de fait, bon, voilà, c'est quand même sur la démarche qu'on peut penser que c'est plutôt favorable. Après, la question des moyens déployés, mis sur la table pour ce type de politique, j'ai peur que ce soit un peu juste. Voilà. Alors, on a à nouveau une question, mais tu y as un peu répondu tout à l'heure, sur le rôle des régions, mais plutôt, du coup, dans les politiques régionales. Et la question de savoir, est-ce qu'on peut travailler à plus de relations, de réciprocité avec des espaces métropolitains, du coup, à l'échelle régionale? Ouais. Effectivement, alors ça c'est une très bonne question. J'en ai pas parlé de la question des réciprocités, comme à tout aussi pour les villes moyennes. Alors effectivement, on peut envisager des réciprocités entre ces villes moyennes et pourquoi pas des métropoles à proximité. Je pense que ça peut marcher à certains endroits, c'est plus compliqué à d'autres. Et vous voyez, sur les villes sur lesquelles j'ai travaillé, pardon, je reviens beaucoup sur ces exemples-là, mais quand on est à Nevers, Vierzon ou Montluçon, les métropoles les plus proches, elles sont à Nevers, c'est 1h30, 2 heures de Clermont, 2 heures de Paris, 3 heures de Dijon, 3 heures de Tours, et Vierzon et Montluçon sont dans des configurations qui ne sont pas non plus beaucoup plus favorables de ce point de vue-là. Donc parfois, on est sans doute trop éloigné des métropoles pour tisser de vrais liens. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en tisser, et je pense qu'effectivement, la région peut jouer ce rôle un peu organisateur, hein, et ça me semble pour le coup assez intéressant comme piste. Je pense que quand on parle réciprocité, il y a aussi la question de la réciprocité entre la ville moyenne et les communes périurbaines et rurales alentours. Je pense que c'est ça l'enjeu principal. À l'heure où on parle de circuits courts, de systèmes électriques de proximité, etc., je pense que là, il y a vraiment une carte à jouer pour les villes moyennes parce que la distance fait que c'est plus facile, et puis la proximité des acteurs aussi, hein, fait que c'est plus facile pour le coup à cette échelle-là d'organiser ce type de relation. Et c'est vrai que c'est peut-être d'ailleurs un des points sur lesquels j'aurais pu appuyer davantage dans le cadre de la note. Mais ces réciprocités de proximité, et ça ne veut pas dire que la région ne peut pas jouer un rôle là-dessus aussi, hein, me semble là pour le coup beaucoup plus importante et vraiment à cultiver. Alors, on a le temps peut-être pour prendre encore une ou deux questions. Une question du coup sur les prémices peut-être du troisième volet donc du programme ACV. Est-ce qu'aujourd'hui, Achille, on a un REX à disposition en termes d'indicateurs, en termes de résultats, pour mesurer ou pas le succès du programme ACV? Et deuxième question dans la même question, est-ce qu'on a des réussites emblématiques qui sont véritablement perçues par le prisme des habitants et pas seulement par le développement ou la transformation immobilière de grands projets structurants ou de logements ou d'autres équipements, vraiment par le prisme des habitants. Ouais. Euh,
sur la question des indicateurs, non, il n'y a pas vraiment d'indicateur en fait pour mesurer le succès ou l'échec d'Action Cœur de Ville. C'est ce que montre bien d'ailleurs le rapport de la Cour des comptes que j'évoquais tout à l'heure ou le rapport parlementaire qui a été publié assez récemment. C'est un des manques. On a des indicateurs sur les questions de logement, sur des questions un peu particulières, parce qu'il y a des acteurs, Action Logement et d'autres, qui voilà, sont pour le coup assez très carrés et ont cette vision-là. On manque d'indicateurs, en même temps, c'est difficile de savoir aussi ce qui est lié ou pas à Action Cœur de Ville. Et donc, de ce point de vue-là, c'est une politique qui est délicate à évaluer de façon très pragmatique et qui est délicate à évaluer aussi parce que le temps des dynamiques démographiques et économiques est beaucoup plus long que le temps de l'action politique. Et donc, peut-être que les effets seront dans 4, 5, 6, 7 ans, 8 ans, j'en sais rien. Mais en tout cas, pas forcément. Enfin, c'est pas parce qu'il n'y aurait pas eu d'effet aujourd'hui que c'est une politique qui aurait échoué, par exemple. Et donc, bon, voilà, c'est difficile à entendre pour le politique, mais de fait, je pense que c'est la réalité. C'est une politique qui est difficile à évaluer et qui, de toute façon, le restera. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre des critères, mais voilà, on sera toujours limité. Et du coup, je fais le pont avec la deuxième remarque question, enfin, d'une question. Est-ce qu'il y a des réussites emblématiques du point de vue, enfin, qui ne seraient pas des réussites immobilières, etc. En fait, je ne saurais pas répondre là non plus à cette question parce que j'aurais du mal à vous dire. Vous voyez, je vous ai cité un tas comment dire, d'innovations, d'expérimentations menées dans un certain nombre de villes moyennes tout à l'heure. Bon, il y en a d'autres dans la note, on pourrait en trouver d'autres un peu partout. Mais c'est difficile de savoir si c'est grâce à Action Cœur de Ville, si les pouvoirs locaux se sont greffés à Action Cœur de Ville pour concrétiser des projets. Est-ce que c'est des trucs qu'ils n'auraient jamais fait sans ça? Est-ce que, enfin, voilà, c'est difficile de dire si effectivement c'est hop, grâce à Action Cœur de Ville ou pas. Parfois, voilà, quand c'est un réaménagement de place ou autre, bah là, on peut dire effectivement il y a eu une subvention, ça a permis de financer telle ou telle place, etc. Donc là, c'est plus évident. Mais sur des projets vraiment, que ce soit sur un projet de budget participatif ou de territoire zéro chômeur, etc., bon, c'est évidemment plus délicat. Je vois qu'il y a un commentaire qui parle d'un atlas actualisé. Effectivement, non, mais il y a des indicateurs quand même. Mais ces indicateurs, enfin, voilà, ils sont forcément, comment dire, ils ont un certain nombre de limites et à mon avis, ils ne permettent pas de juger, enfin, ils ne permettent pas de dire si oui c'est bien, non c'est pas bien. Voilà, donc on peut interroger les élus locaux qui eux sont de manière générale plutôt satisfaits, mais en même temps vous disent bon ça on a promis beaucoup d'argent et peut-être que sur la concrétisation des projets, c'est plus compliqué. Et par ailleurs, on voit bien qu'on a une différence aussi très forte selon les villes. Et là, je ne vais pas citer, mais on a des élus qui sont des spécialistes pour aller chercher des financements publics et partir à chaque de subventions et qui ont très bien su saisir d'Action Cœur de Ville. Et on a des élus pour qui ça a été beaucoup plus compliqué, tout simplement. Voilà. Alors, donc, du coup, je ne réponds pas complètement à la deuxième question. Merci Achille pour du coup ton partage éclairant et puis cette synthèse éclairante sur ta note. On va devoir arrêter maintenant le webinaire. Je vous rappelle qu'en fait le webinaire sera disponible en replay dès cet après-midi sur notre chaîne YouTube, la chaîne de la Fabrique de la Cité, que vous pouvez retrouver la note en intégralité. Donc, quel enjeu pour les villes moyennes à l'heure des transitions d'Achille Varnan sur notre site internet La Fabrique de la Cité et on vous l'a également mis dans la conversation de la réunion. Et enfin, vous retrouverez des comptes rendus de ce webinaire sur notre site également La Fabrique de la Cité. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis et bon après-midi. Merci beaucoup. Merci Bonne Achille, journée. à bientôt. Au revoir.